Cette nuit-là, à Zinton, le vent soulevait la poussière des montagnes comme s'il voulait effacer toute trace de ce qui allait se passer. Dans une maison discrète, loin des compalais de Tripoli sûr, un homme de 53 ans croyait encore qu'il pouvait se cacher de son passé. Il s'appelait Saïf al-Islam Gaddafi, autrefois présenté comme le prince moderne d'un régime honni, aujourd'hui réduit à une silhouette silencieuse derrière des murs décrépits. Puis tout est allé très vite. 4 hommes masqués ont surgi de l'obscurité, les caméras de surveillance se sont tues, et la nuit s'est déchirée sous le bruit sec des détonations. Quand le silence est retombé, l'héritier le plus en vue de Mouammar Kadhafi gisait sur le sol, frappé par les balles de ceux qui ne voulaient laisser aucun témoin. Comment le fils le plus courvoité par l'Occident a-t-il pu finir comme un fugitif abattu dans l'ombre par des tueurs sans visage? Pendant longtemps, Saïf al-Islam Gaddafi n'ait pas eu le visage d'un dictateur en devenir, mais celui d'un héritier fréquentable. Là où son père effrayait les chancelleries, lui rassurait. Il parlait un anglais fluide, citait les universités britanniques, s'affichait dans les salons internationaux comme un homme du XXIe siècle, pas comme un colonel sorti d'une tente dans le désert. À Londres, il se forge une image d'intellectuel cosmopolite, étudiant l'urbanisme, la gouvernance, puis effectuant un passage remarqué à la London School of Economics. Dans les capitales occidentales, on se plaît à voir en lui le fils différent, l'exception dans une famille associée à la folie et à la brutalité. Certains diplomates murmurent même que, grâce à lui, la Libye pourrait enfin rentrer dans le rang. Saïf comprend très vite le pouvoir de cette image. Il se présente comme un réformateur, crée une fondation caritative, parle de droits de l'homme, de modernisation, de société civile. Il soutient, en façade du moins, la libération de quelques prisonniers politiques et laisse filtrer des messages ambigus sur la nécessité d'ouvrir le régime. Dans les conférences, il se tient droit, costume sombre, cravate sobre, loin des extravagances vestimentaires de son père. Il répète que la Libye doit tourner la page de l'isolement, attirer les investisseurs, normaliser ses relations avec l'Occident. On l'écoute, on l'applaudit, on l'invite. Dans les photos officielles, il se tient souvent entre deux mondes, à mi-chemin entre la tente de Kadhafi et les salons feutrés des palaces européens. Mais derrière cette vitrine, Saïf n'est pas seulement un fils qui se rebelle en douceur. Il est aussi le négociateur clé d'un régime qui cherche à sauver sa peau. C'est lui qu'on envoie pour discuter du démantèlement du programme d'armes de destruction massive. C'est encore lui qui joue un rôle dans l'accord de compensation pour les familles des victimes du vol Panam 103 abattu au-dessus de Lockerbie. Chaque geste de bonne volonté rapporte au régime un peu plus de respectabilité, un peu plus d'accès à l'argent, aux contrats pétroliers, aux marchés. Et à chaque fois, le visage qui rassure, celui que l'on met en avant, c'est celui de Saïf. À Tripoli, il aime se présenter comme celui qui comprend la jeunesse, Internet, le langage du monde extérieur. Il parle d'ouvrir les médias, d'encourager l'entrepreneuriat, de réformer l'État. Des intellectuels occidentaux, fascinés par ce personnage en équilibre instable, se laissent séduire. Certains pensent qu'il pourrait un jour incarner la transition en douceur après son père, transformer le régime sans bain de sang. De grands journaux publient des portraits flatteurs, le décrivant comme l'homme du futur dans un pays encore coincé dans le passé. Dans l'imaginaire international, une question s'installe. Et si le salut de la Libye passait par ce fils-là ? Pourtant, même à ce moment-là, la réalité reste plus trouble qu'il ne veut bien l'admettre. Saïf bénéficie de tout ce qu'il dénonce en privé, la rente pétrolière, le système de clientélisme, la peur qui tient la population tranquille. Il circule en jet privé, séjourne dans des villas luxueuses, fréquente des soirées où l'on parle plus de contrats que de démocratie. Son discours de réforme n'est jamais accompagné d'un véritable renoncement. Il n'abandonne pas ses privilèges ni sa place dans la hiérarchie familiale. Il n'est pas l'opposant courageux qu'on aime parfois imaginer, mais l'héritier qui tente de moderniser sans renverser la table, d'adoucir l'image sans toucher au cœur du pouvoir. C'est là que la faille commence à se dessiner.
Saïf veut être à la fois l'interlocuteur respectable de l'Occident et le garant de la survie d'un régime bâti sur la répression. Il n'est pas seulement un pont entre deux mondes, il est aussi un verrou. Tant qu'il existe, tant qu'il joue ce double rôle, la communauté internationale peut se raconter une histoire confortable, celle d'un despote qui, grâce à un fils éclairé, deviendrait fréquentable. Mais l'histoire, elle, ne pardonne pas ce genre d'ambiguïté. Au moment où la rue libyenne se soulèvera, cette façade de réformateur volera en éclats, en quelques jours à peine. Quand les premières manifestations éclatent en 2011, Saïf al-Islam comprend tout de suite que quelque chose a changé, mais il refuse d'admettre que l'histoire est en train de lui échapper. Dans d'autres pays arabes, des présidents tombent en quelques semaines. À Benghazi, à Misrata, à Tripoli, des foules descendent dans la rue, insultent le régime, brûlent les portraits de son père. Pour la première fois, ce n'est plus seulement l'Occident qui critique, mais le peuple libyen lui-même qui réclame la fin d'un règne de plus de 40 ans. Dans cette ambiance de bascule, l'héritier réformateur qu'on exhibait dans les conférences internationales va disparaître. À sa place, un autre visage va surgir, sans masque, sans double langage. Un soir, les Libyens le voient apparaître à la télévision. Le ton n'a plus rien à voir avec celui du jeune homme poli qui parlait de société civile dans les salons londoniens. Saïf est tendu, les traits tirés, les gestes raides. Il annonce que le pays est au bord du chaos, que les manifestations ne sont pas une révolution, mais un complot, qu'il y a derrière ces slogans des islamistes, des étrangers, des traîtres. Il prévient que si la contestation continue, la Libye connaîtra un fleuve de sang. Il promet que l'armée, les services de sécurité, les milices fidèles ne reculeront pas. Les mots tombent comme des menaces froides, sans échappatoire. En quelques minutes, il brise l'illusion qu'il entretenait depuis des années, celle d'un fils différent, modéré, prêt à faire évoluer le système. Pour ceux qui en Occident avaient cru en lui, c'est une gifle. Pour les Libyens, c'est une confirmation. Saïf n'a jamais été autre chose que le porte-parole d'un pouvoir qui refuse de céder. Derrière le discours, les faits suivent. Sur le terrain, les manifestations sont écrasées, les opposants traqués, les quartiers dissidents bombardés. La guerre civile s'installe, avec son cortège de disparus, de charniers, de villes assiégées. Au fil des semaines, les images de victimes, les témoignages de tortures et de bombardements font le tour du monde. Le nom de Saïf al-Islam commence à apparaître dans des rapports d'ONG, puis dans le viseur des institutions internationales. Lorsque la Cour pénale internationale s'en mêle et annonce qu'elle le poursuit pour crimes contre l'humanité, la métamorphose est achevée. Celui qu'on présentait comme le possible artisan d'une transition tranquille devient officiellement l'un des symboles de la répression. Il n'est plus seulement le fils d'un dictateur, il est lui-même un acteur central de la machine qui tente d'écraser la révolte. Les diplomates qui l'avaient encensé se taisent, les intellectuels qui l'avaient invité se font discrets. Saïf, lui, s'accroche. Il continue de parler au nom d'un État qui se disloque, d'un régime qui ne tient plus que par la force brute et la peur. Plus les jours passent, plus les taux se resserrent. La coalition internationale bombarde, les rebelles avancent, des villes tombent les unes après les autres. Tripoli, autrefois vitrine du pouvoir, devient un champ de bataille. Dans les coulisses, des rumeurs circulent. Certains membres du cercle rapproché chercheraient une porte de sortie, un exil, une négociation. Saïf, lui, choisit la loyauté jusqu'au bout, non par héroïsme romantique, mais parce qu'il ne sait pas vivre autrement qu'au centre de ce système. Renoncer à la lutte, ce serait aussi reconnaître que toutes ces années de compromis, de duplicité, de discours lissés n'ont servi à rien. Lorsque la capitale finit par tomber aux mains des insurgés, la famille se disperse dans la confusion. Le père sera capturé et lynché dans une scène sordide dont les vidéos feront le tour de la planète. Les autres fils tenteront de fuir, certains seront tués, d'autres disparaîtront. Saïf, lui, prend la route du sud, espérant rejoindre le Niger, emportant avec lui ce qui reste de son importance politique et de ses secrets. Sur ces routes désertiques, il n'est plus l'homme des conférences, mais un fugitif traqué, blessé, qui ne sait pas encore que son destin est en train de se refermer sur un nom, Zintan. En quelques mois, la promesse d'une réforme contrôlée s'est transformée en cauchemar. Le prince moderne s'est révélé être le gardien acharné d'un ordre ancien, prêt à accepter n'importe quel degré de violence pour préserver ce qu'il estime être la seule voie possible pour son pays et pour sa famille. L'histoire ne lui a pas laissé le temps de réécrire son rôle. Elle l'a saisi en plein discours de menace et ne lui offrira plus désormais que le visage du coupable. La fuite de Saïf al-Islam vers le sud n'a rien d'une échappée romanesque.
Ce n'est pas un prince en exil qui traverse le désert, mais un homme traqué, avec quelques fidèles armés et l'espoir de trouver refuge de l'autre côté de la frontière. Vers le Niger, pense-t-il, il pourrait peut-être négocier un asile, retrouver un semblant d'influence, monnayer les secrets accumulés au fil des années au cœur du régime. Mais l'histoire, une fois encore, ne lui laisse aucune marge. Sur ces pistes poussiéreuses où les convois officiels passaient autrefois en trombe, ce sont maintenant des milices locales, des groupes armés, des adversaires d'hier qui contrôlent les routes. C'est l'une de ces formations qui intercepte le convoi de Saïf, dans une opération aussi brutale que décisive. Quand les coups de feu cessent et que la poussière retombe, l'héritier du guide n'est plus un homme en route vers l'exil, mais un prisonnier. On le ramène à Zintan, loin des caméras internationales, loin aussi des hôtels de luxe où il tenait autrefois ses réunions. La blessure qu'il a au moment de sa capture, à la main, au bras, peu importe le détail exact, devient un symbole, celle d'un homme qui perd non seulement sa liberté, mais aussi sa capacité à signer, à décider, à sceller des accords. Dans les premières semaines, le nouveau pouvoir à Tripoli réclame sa remise, la Cour pénale internationale aussi. Mais les hommes qui le détiennent à Zintan comprennent vite la valeur de leurs prisonniers. Saïf n'est pas seulement un trophée de guerre, il est une carte politique. On ne le livre pas facilement, on l'enferme, on le surveille, on l'utilise comme levier dans un pays où tout est à renégocier, les alliances, les territoires, les ministères, les budgets. Pour Saïf, commence alors une vie qui n'a plus rien à voir avec celle qu'il a connue. Son univers se réduit à quelques murs, un lit, parfois une télévision satellite, quelques livres. Il n'y a plus de jet privé, plus de conférences internationales, plus de discours sous les dorures. Seulement les voix des gardiens, les nouvelles fragmentaires qui filtrent de l'extérieur et la conscience aiguë que son nom circule désormais dans les communiqués d'ONG, dans les dossiers des procureurs et non plus dans les invitations diplomatiques. Il dira plus tard avoir été isolé, coupé de la plupart des contacts avec le monde extérieur, comme enterré vivant dans cette petite ville des montagnes. Chaque son de porte qui grince peut annoncer un garde venu apporter de la nourriture ou une délégation venue négocier son sort. À Tripoli, un procès s'ouvre contre les anciens dignitaires du régime. Dans cette mise en scène judiciaire d'un pays qui tente d'exorciser ses démons, la place de Saïf est paradoxale. Physiquement, il n'est pas là, il reste aux mains de ses joailliers de Zintan, mais juridiquement, il est au centre de l'accusation. On l'inculpe pour son rôle dans la répression de 2011, pour les morts, les tortures, les ordres donnés ou couverts. En 2015, le verdict tombe, peine de mort prononcée par contumace. L'ironie est cruelle. Celui que quelques années plus tôt négociait avec les grandes puissances au nom de la Libye se voit condamné à mort par la justice de son propre pays sans même être physiquement présent dans le box des accusés. Il est à la fois omniprésent et absent, coupable désigné et prisonnier oublié. Dans la cellule de Zintan, la nouvelle de cette condamnation ne change pas grand-chose à son quotidien immédiat. Il était déjà enfermé, déjà marginalisé, déjà coupé du jeu politique officiel. Mais sur le plan symbolique, la frontière se durcit. Aux yeux d'une partie de la population, le fils du guide n'est plus seulement l'héritier d'un système honni, il est désormais un homme légalement promis à l'exécution. Aux yeux de la Cour pénale internationale, la situation est tout aussi trouble. L'institution réclame toujours qu'il lui soit remis pour être jugé à La Haye, mais ses geôliers refusent, arguant qu'il doit d'abord répondre de ses actes devant la justice libyenne. Entre ces différentes injonctions contradictoires, Saïf devient une sorte de prisonnier à plusieurs niveaux, détenu par une milice, condamné par un tribunal, réclamé par une cour internationale, mais réellement contrôlé par personne. Les années passent et Zintan devient pour lui beaucoup plus qu'un simple lieu de détention. C'est un monde à part, une enclave dans une Libye fragmentée. De Tripoli à Benghazi, les alliances changent, les gouvernements se succèdent, les drapeaux sur les bâtiments officiels ne cessent de varier. Mais pour Saïf, tout cela n'est qu'un bruit lointain. Son horizon, ce sont les montagnes qui encerclent la ville, les visages des mêmes gardiens, les mêmes routines. Les discussions sur son sort se font et se défont sans qu'il y participe. Tantôt certains responsables évoquent la possibilité d'une remise à la justice internationale, tantôt d'autres la rejettent. Une rumeur d'évasion ici, une rumeur de maladie là. Pourtant, rien de décisif ne se produit.
Il vit dans un temps suspendu entre mort annoncée et vie en sursis. C'est dans ce huis clos étouffant qu'une idée va peu à peu germer, celle qu'il pourrait encore servir, non plus comme héritier d'un régime tombé, mais comme atout dans un avenir incertain. Certains en Libye n'ont pas renoncé au nom Kadhafi. Ils pensent que la nostalgie de l'ordre, même autoritaire, pourrait un jour l'emporter sur le chaos. Et au centre de cette nostalgie, un visage s'impose naturellement, celui de Saif al-Islam, l'homme qui, des années plus tôt, avait réussi à parler à la fois avec son père et avec l'Occident. Du fond de sa prison de Zintan, l'ancien prince moderne commence alors à sentir que ce lieu qui fut d'abord le symbole de sa chute pourrait un jour devenir la base de sa tentative de retour. Lorsqu'il sort enfin de sa prison de Zintan, Saif al-Islam n'est pas accueilli par les flashs des photographes, mais par un étrange vide. Sa libération ne ressemble pas à un triomphe, ni même à une scène claire. Elle est le résultat d'un enchevêtrement d'alliances locales, de décisions politiques opaques et d'une loi d'amnistie dont peu de Libyens connaissent réellement les contours. Pour certains, il a été relâché en secret. Pour d'autres, il n'a jamais vraiment quitté la sphère d'influence de ceux qui le détenaient. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, après 6 ans enfermé à Zintan, les portes se sont ouvertes. Il n'y avait ni tapis rouge, ni discours officiel. Seulement un homme qui franchissait le seuil, libre en théorie, mais toujours prisonnier d'un nom et d'un passé qui lui collent à la peau. Saïf ne prend pas l'avion pour Doha, Le Caire ou Moscou, comme bien d'autres figures déchues. Il ne demande pas d'asile dans une capitale occidentale où il aurait pu se fondre dans l'anonymat relatif des exils dorés. Il reste en Libye, dans cette même région de l'Ouest où il avait été capturé. Ce choix, ou cette contrainte, en dit long. Il sait que s'il part, il deviendra un fantôme de plus, condamné à commenter de loin un pays qui ne l'écoute plus. S'il reste, en revanche, il peut encore espérer peser, au moins dans l'ombre, sur les fractures tribales, sur les fidélités anciennes, sur la nostalgie de ceux qui regrettaient l'ordre d'hier. Mais rester, c'est aussi accepter de vivre avec la menace permanente. À chaque trajet, chaque visite, chaque porte qui s'ouvre, la possibilité d'une balle, d'une bombe, d'un enlèvement plane. Pendant plusieurs années, il disparaît quasiment des radars. On parle de lui au conditionnel. On l'aurait vu ici, on l'aurait croisé là. Il vivrait retranché, protégé par des combattants loyaux, déplacé discrètement d'une maison à l'autre. Sa silhouette se dissout dans la rumeur. Certains le croient mort, d'autres pensent qu'il négocie en secret avec des forces étrangères ou des factions rivales. Il n'y a pas de conférences de presse, pas de grandes interviews, seulement des bribes d'informations, des enregistrements audio, quelques photos floues où l'on devine un visage vieilli, la barbe plus fournie, les traits marqués par la captivité. La Libye, elle, continue de se déchirer entre gouvernements concurrents, parlements rivaux, groupes armés jaloux de leur fief. C'est dans ce chaos prolongé qu'une idée finit par prendre forme, d'abord chez ses partisans, puis chez lui. Et s'il revenait au grand jour, non plus comme fugitif ou prisonnier, mais comme candidat? Aux yeux des uns, la proposition tient du délire. Comment un homme condamné à mort par un tribunal libyen, toujours recherché par la Cour pénale internationale, pourrait-il prétendre diriger un pays qui n'a même pas réussi à organiser des élections depuis des années? Aux yeux des autres, au contraire, c'est une carte à jouer. Dans certaines régions, la nostalgie du régime Kadhafi existe bien et bien, moins par amour du colonel défunt que par dégoût du chaos actuel. Des familles, des tribus, des anciens cadres regrettent le temps où l'État payait les salaires, assurait l'électricité, contrôlait les frontières. Quand Saïf réapparaît enfin devant une caméra, c'est un choc. Ce n'est plus le jeune homme élégant en costume, mais un quinquagénaire au visage buriné, drapé dans un habit traditionnel, les mains jointes. Il parle lentement, avec une gravité presque pesante, comme s'il mesurait chaque mot, conscient de l'abîme qui le sépare de l'image d'autrefois. Il ne se présente plus comme le réformateur de l'intérieur d'un régime solide, mais comme l'homme qui pourrait réconcilier une Libye brisée. Il promet de réunifier le pays, de restaurer ses institutions, de mettre fin à la fragmentation. À ses supporters, le message est clair. Seul un nom suffisamment fort, suffisamment chargé d'histoire, peut imposer l'ordre.
À ses détracteurs, c'est une provocation insupportable. L'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour la fin de 2021 agit comme une déflagration politique. Sur le plan juridique, son dossier est un casse-tête. Comment accepter un homme condamné à mort, poursuivi par une instance internationale? Sur le plan symbolique, sa présence sur les listes est un test brutal pour la mémoire collective. Peut-on tourner la page d'un régime en laissant son fils briguer la magistrature suprême? Peut-on prétendre au pardon sans justice claire? Les autorités électorales locales, tiraillées entre pressions contradictoires, valident, puis réexaminent, puis invalidant finalement sa candidature. Dans le même temps, le processus électoral lui-même s'enlise, reporté, renégocié, jusqu'à s'effondrer dans un énième compromis avorté. Pour Saïf, cet épisode est une nouvelle humiliation, mais aussi une confirmation. Même en étant invisible pendant des années, il suffit qu'il prononce l'intention de revenir pour que tout un système vacille. Son nom reste explosif. Il attire la haine, la peur, la fascination. Il réveille les vieilles fidélités autant que les douleurs mal cicatrisées. Dans son camp, certains y voient un signe encourageant. S'il effraie autant, c'est qu'il compte toujours. Dans le camp opposé, on en tire une autre conclusion. Tant qu'il sera en vie, il représentera un risque de division, de retour en arrière, de revanche. Les mois qui suivent l'échec du scrutin le revoient replongé dans la semi-clandestinité. Officiellement, il n'est plus candidat à rien. Officieusement, il reste un pôle potentiel de ralliement, une carte que tel ou tel clan pourrait brandir au moment opportun. Il vit dans une sorte de no man's land politique et physique, pas assez libre pour être un acteur ouvert, pas assez neutralisé pour être inoffensif. Entre les murs de ses retraites successives, il doit se demander ce qu'il a réellement gagné depuis sa sortie de prison, la liberté de circuler un peu plus, ou seulement la liberté d'être une cible dans un pays où les règlements de compte se jouent souvent dans la nuit, loin des tribunaux. Ce sentiment d'être un homme de trop, ni vraiment réhabilité, ni vraiment éliminé, va accompagner Saïf jusqu'à ses derniers jours. Il sait qu'il a hérité du pire des deux mondes, celui d'un ancien dignitaire haï par une partie de la population et celui d'un possible rival craint par ceux qui se partagent aujourd'hui le pouvoir. Dans un tel paysage, les alliances se font et se défont à la vitesse des colonnes armées qui changent de camp. Chacun compte ses ennemis, ses amis et ses munitions. Saïf, lui, sait qu'il a accumulé au fil des années plus d'ennemis que d'alliés durables. Il ne lui reste plus que sa survie comme preuve de son importance. Et c'est précisément cette survie, prolongée presque trop longtemps, qui finira par prendre fin dans la nuit de Zintan. Car dans un pays où la justice peine à se frayer un chemin, ce sont souvent les balles et non les juges qui tranchent les questions que la politique n'a pas su régler. Dans les derniers mois de sa vie, Saïf al-Islam Kadhafi n'est plus qu'une ombre qui circule entre quelques maisons de l'ouest libyen sous bonne garde et mauvaise étoile. Officiellement, il ne détient plus aucun mandat, ne dirige plus aucune milice, ne contrôle aucun ministère. Officieusement, son simple nom suffit à raviver des peurs anciennes et à nourrir toutes les hypothèses. Certains jurent qu'il prépare un nouveau retour politique, qu'il consulte des notables, qu'il envoie des émissaires jusqu'en Égypte ou aux Émirats. D'autres assurent qu'il est brisé, qu'il ne rêve plus que d'être laissé en paix dans un coin de montagne. La vérité, comme souvent avec lui, se trouve probablement à mi-chemin. Un homme usé qui s'accroche encore à l'idée que son histoire n'est pas terminée, tout en sentant confusément que le pays n'a plus vraiment de place pour lui. Autour de lui, la Libye reste morcelée entre gouvernements rivaux, parlements concurrents, chefs de guerre locaux. Dans ce paysage fracturé, chaque figure un peu connue peut devenir une monnaie d'échange, un symbole à abattre ou à exhiber selon les besoins du moment. Saïf le sait. Il sait aussi qu'il porte sur lui, comme une cible permanente, toutes les colères qui n'ont jamais été apaisées depuis 2011. Les familles des victimes, les anciens opposants, les prisonniers torturés, les exilés forcés, tous ceux qui ont vu leur vie broyée par la machine qu'il a contribué à maintenir en marche. Il n'y a eu de grands procès publics où il aurait pu s'expliquer, être confronté, condamné à visage découvert. Il n'y a eu qu'un verdict par contumace et des années de silence. Ce silence-là, dans un pays saturé d'armes, est toujours dangereux. Dans la petite ville de Zintan, où il a passé 6 ans derrière les barreaux, il circule désormais en homme libre, mais jamais vraiment tranquille. Les ruelles escarpées, les maisons basses, les checkpoints improvisés lui rappellent à chaque instant que sa liberté est conditionnelle.
Il se déplace rarement sans escorte, évite les lieux trop fréquentés, limite ses apparitions. Il vit dans une sorte de bulle sécurisée, entre confiance forcée et méfiance permanente. À chaque fois qu'il s'assoit pour boire un thé, pour échanger quelques mots avec un visiteur, la même pensée doit le traverser. Combien de temps encore cela peut-il durer ? Combien de temps avant que quelqu'un, quelque part, décide que sa simple existence pose un problème ? Puis vient la nuit du 3 février 2026. À Zintan, le froid tombe vite une fois le soleil couché, et le vent qui descend des montagnes s'infiltre dans les ruelles comme un courant d'air mauvais. Dans la maison où se trouve Saïf, la soirée s'étire sans éclat. Les jours se ressemblent souvent pour un homme qui ne peut ni voyager librement, ni s'exposer. Peut-être a-t-il regardé les informations, où l'on parle de négociations sans fin, de conflits lointains, de crises qui se superposent. Peut-être a-t-il repensé à ces années où c'était son nom qu'on prononçait sur les chaînes internationales, pour le glorifier, puis pour le maudire. À l'extérieur, la ville s'endort. Les lumières s'éteignent, une à une. Le silence s'installe. C'est dans ce silence que 4 silhouettes masquées apparaissent. Elles ne sont pas venues par hasard. Quelqu'un leur a indiqué la maison, les habitudes de la cible, les points faibles du dispositif de sécurité. Les hommes avancent avec la précision de ceux qui savent que chaque seconde compte. Avant même de franchir la porte, ils s'occupent des caméras de surveillance, neutralisant les yeux électroniques censés enregistrer ce qui va suivre. Dans la cour, les pas sont rapides, mesurés. Ce ne sont pas des amateurs. Ils ne viennent ni pour discuter, ni pour enlever, ni pour menacer. Ils viennent pour terminer une histoire commencée bien avant eux. La suite se joue en quelques instants, trop court pour que quelqu'un puisse vraiment en saisir tous les détails, trop long pour ceux qui les vivent. Des cris, des ordres, bref, le claquement sec des fusils. À l'intérieur de la maison, le chaos se déploie, brutal, définitif. Quand les détonations retentissent dans la nuit, certains voisins pensent d'abord à une énième fusillade entre groupes armés, ce bruit familier d'un pays où les armes n'ont jamais réellement cessé de parler. Mais cette fois, c'est un autre type de message qui est envoyé. Les balles ne visent pas un dépôt d'armes, un checkpoint ou un convoi. Elles visent un homme qui, depuis 15 ans, incarne à lui seul un pan entier de l'histoire récente de la Libye. Quand le calme revient, Saïf al-Islam gît au sol, frappé à mort. L'héritier présumé d'un régime tombé, le prisonnier de Zintan, le candidat avorté à la présidence, le fugitif sous le coup d'un mandat de la Cour pénale internationale, toutes ces identités se mêlent dans le corps inerte qui attend désormais les médecins légistes et les enquêteurs. Les tueurs, eux, disparaissent comme ils sont venus, masqués, anonymes, avalés par les routes sombres qui serpentent entre les montagnes. Il ne reste d'eux que la certitude glaciale qu'ils ont bénéficié d'un sérieux soutien. On n'approche pas ainsi d'un homme aussi sensible sans complicité, sans relais, sans protection, au moins temporaire. Le lendemain, les autorités locales confirment la mort par balle, promettent une enquête, parlent de crimes odieux, d'actes de trahison, d'assassinats honteux. Les mots se succèdent, indignés, mais les visages restent prudents. Personne ne sait encore jusqu'où cette affaire va remonter, qui elle va embarrasser, quels équilibres déjà fragiles elle va menacer. Les partisans de l'ancien régime crient à l'élimination politique, à la vengeance victorieuse de ses ennemis. D'autres, plus silencieux, se disent peut-être que justice est faite, même si elle ne porte pas le nom d'un tribunal. Entre ces deux extrêmes, une majorité de Libyens constate que, encore une fois, une figure centrale disparaît sans que la vérité ne soit mise à nu, sans que les responsabilités ne soient clairement établies. Ainsi se referme la trajectoire d'un homme qui avait commencé sa carrière publique sous les lustres des palais européens et qui la termine seul, au sol, dans une maison de Zintan. À la fin, ce ne sont ni les juges de La Haye, ni les magistrats de Tripoli qui ont décidé de son sort. Ce sont 4 hommes masqués, sortis de la nuit et y retournant aussitôt, comme si l'histoire de la Libye, décidément, refusait de passer par les chemins ordinaires de la justice. Le prince moderne meurt comme un chef de milice quelconque, abattu dans l'ombre, sans procès, sans dernière plaidoirie, sans mot d'adieu public. Reste alors une question, suspendue au-dessus de ce corps sans vie, comme un verdict inachevé. Saïf al-Islam Kadhafi a-t-il payé pour les crimes d'un système qu'il n'a fait que servir, ou pour ses propres choix, ses propres menaces, son propre refus d'assumer autrement son passé? Et au-delà de sa personne,
Qu'est-ce que ce meurtre nocturne dit d'un pays qui semble condamné à régler ses comptes par le sang plutôt que par la parole? La mort de Saïf al-Islam Kadhafi n'a pas seulement mis fin à la trajectoire d'un homme, elle a fermé, brutalement, l'un des derniers chapitres vivants d'un régime qui a façonné, abîmé et traumatisé la Libye pendant plus de 40 ans. Avec lui, s'éteint la figure la plus connue du clan Kadhafi encore présente sur le sol libyen, celle qui portait à la fois l'ombre du père et la promesse, un temps entretenue, d'une autre voie. Mais ce qui frappe, c'est que cette page ne se tourne pas dans la lumière d'un tribunal, avec des documents, des témoins, des débats, une sentence motivée. Elle se tourne, une fois de plus, dans la pénombre d'une maison attaquée par des hommes masqués. Comme si la Libye, depuis 2011, n'arrivait pas à rompre avec cette logique de règlement de comptes nocturne. Pour certains, la disparition violente de Saïf sera vécue comme une forme de justice immanente. Ils se souviendront de ses menaces, de ses discours de 2011, des morts dont le nom ne sera jamais prononcé au journal télévisé. Ils diront que celui qui avait promis un fleuve de sang a fini par se noyer dans la violence qu'il a lui-même légitimée. Pour d'autres, au contraire, son assassinat est une injustice supplémentaire, une occasion manquée. On aurait pu le juger, l'entendre, l'obliger à répondre point par point des accusations portées contre lui et contre le système dont il était l'un des principaux visages. Au lieu de cela, il emporte dans la tombe une partie des secrets du régime, des complicités, des arrangements, des ordres donnés et reçus. Dans un pays qui a si peu documenté son passé récent, chaque mort sans procès est aussi une perte de mémoire. Le nom Kadhafi, lui, ne disparaîtra pas avec Saïf. Il continuera de hanter les conversations, les slogans, les débats de café. Pour certains, il restera synonyme de dictature, de prison, de peur. Pour d'autres, il incarnera paradoxalement une forme d'ordre perdu, la nostalgie d'un État central fort à l'heure où la Libye se morcelle en zone d'influence rivale. Saïf se tenait précisément à l'intersection de ces deux perceptions. Il était à la fois l'héritier d'un système honni et la figure sur laquelle certains projetaient le fantasme d'un retour à la stabilité. Sa mort violente rappelle à quel point ce double statut était explosif. Elle signifie que, pour l'instant, le pays n'a pas trouvé le moyen de transformer ses anciennes idoles en simples personnages d'histoire. Elles restent des figures à abattre ou à instrumentaliser. Au-delà du cas libyen, le destin de Saïf pose une question plus vaste. Que devient-on quand on naît dans l'entourage immédiat d'un dictateur ? Est-on condamné dès l'enfance à n'être que le prolongement de sa volonté, un rouage de plus dans la machine familiale, ou peut-on réellement s'en extraire ? Pendant des années, Saïf a essayé de se présenter comme l'exception, l'enfant du régime qui parlerait aux ONG, qui desserrerait l'étau, qui moderniserait sans détruire. Puis, au moment décisif, il a choisi le camp qu'il connaissait, celui de la force et des menaces. C'est cette ambiguïté, ce refus de rompre vraiment qui a fini par le broyer. Il n'a jamais su ou voulu être autre chose que le fils d'un homme dont le pouvoir se reposait sur la peur. Pour la Libye, sa mort n'apporte pas de solution. Elle ne rend pas la parole à ceux qui n'ont jamais été entendus. Elle n'unifie pas les institutions. Elle n'apaise pas les clivages. Elle retire simplement du jeu un pion lourd de symboles, laissant derrière elle un vide rapidement rempli par d'autres rivalités, d'autres ambitions, d'autres armes. Dans quelques jours, quelques semaines, les chaînes d'information passeront à autre chose. Les négociations entre factions reprendront leur cours, les milices continueront de surveiller leur territoire, les habitants chercheront toujours à obtenir électricité, sécurité, travail. La disparition de Saïf ne change pas le fait que la Libye, aujourd'hui encore, peine à se doter d'un récit commun sur ce qu'elle a vécu et sur ce qu'elle veut devenir. Et pourtant, sa fin dit quelque chose de crucial. Tant que les comptes du passé seront réglés ainsi, dans le fracas des fusils et les visages cachés, il sera difficile de bâtir un futur qui ne ressemble pas à une répétition infinie des mêmes tragédies. Saïf al-Islam Kadhafi a vécu et mort dans ce cercle vicieux, passant du rôle d'héritier courrouatté au celui de prisonnier, puis de candidat controversé à celui de cible à abattre. Il restera pour longtemps le symbole inconfortable d'un pays qui n'a pas réussi à transformer sa soif de justice en véritable processus judiciaire et qui laisse encore trop souvent les armes écrire à sa place le dernier chapitre de ses histoires.